Bienvenue au Polysécure, un épisode un peu plus axé sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Salut! Épisode en présentiel, maintenant que nous avons le droit puisque nous sommes vaccinés et qu'on respecte les règles. C'est un petit avantage que nous avons de ça. Fait que ça va être peut-être un peu un épisode un peu bizarre parce qu'on est peut-être plus autant habitué à être dans le vrai monde. Bref. Je suis pas devant un écran, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu fascinant. Fait que, bon, bref, espérons que ça soit pas trop bizarre pour vous autres. Shameless plug, COVID justement, faites-vous vacciner si vous êtes éligible. C'est important, lavez-vous les mains, ça va rester, les masques, respectez les gens. C'est ça que c'est. C'est un fait qu'on vit en société, donc on respecte nos autres humains avec qui on vit. Peut-être au 9 septembre, le FIC à Lille. Très possiblement que je vais y aller si dans la mesure où je vais être capable de voyager. Fait que j'ai encore quelques petits détails de voyage à vérifier. J'aimerais bien y assister. 12 au 17 octobre, Printemps numérique organise Montréal Connect, dans lequel je présentais sur le fait que les effets du télétravail sur les sécurités des réseaux corporatifs. Québec numérique revient avec la semaine numérique en avril 22 et le Sécure va être à l'intérieur de cette semaine-là, encore une fois, en souhaitant que vous soyez avec nous. Commençons avec les nouvelles. La première, puis qui a vraiment occupé l'espace énormément dans l'univers de la sécurité, puis a fait parler énormément les gens. Kaseya est essentiellement une compagnie qui fournit un logiciel pour la gestion, entre autres, la gestion des postes de travail pour des MSP, pour des fournisseurs de services qui, dans le fond, font le travail de gestion des postes de travail pour d'une autre compagnie. On délègue ces travaux-là à un tiers, justement parce qu'on ne peut pas s'équiper d'un département TI, parce qu'on est trop petit, d'une PME ou une entreprise d'une taille qui ne nécessite pas un département TI dédié. Le service qui est infonuagique majoritairement. Le cas qui nous occupe et la beauté de ce que c'est au niveau technologique, c'est que Revol a finalement le site de Kaseya, ou en tout cas un des services de Kaseya, et a utilisé son système de gestion des correctifs sur les postes de travail pour y injecter son rançon logiciel. C'est magique parce qu'il a utilisé un système qui est légitime, un système qui est supposé marcher pour pousser ses affaires non légitimes. Déjà vu, hein, il me semble. Ben, oui, entre autres, parce que c'est un peu tout le volet où on a vu un peu avec SolarWinds d'ailleurs, où le fait que la mise à jour du logiciel nous apportait le code malveillant dans nos infrastructures. Sauf que dans le cas de SolarWinds, c'est vraiment dans un cas d'espionnage. Dans le cas de Kaseya, c'est un cas vraiment de cybercriminels qui voulaient justement s'enrichir malencontreusement sur plusieurs compagnies, en exigeant d'ailleurs une rançon, si ma mémoire est bonne, de 70 millions total. Mais ils voulaient pooler toutes les ressources de tout le monde. Ouais, c'est 1500 organisations, en fait, qui ont subi un impact de cette attaque massive-là. Air Evil, Resident Evil, Revol, peu importe. Ah, moi, c'est comme Devil Revol. C'est Devil Revol. C'est le Devil. Ouais. Le Devil. Mais c'est ça, effectivement. Puis une petite suite à ça. Il y a beaucoup de ces clients-là, de ce que je comprends, étaient en sol américain, puis l'attaque provenait du sol russe, ce qui a servi de déclencheur, en fait, pour un démarrage de discussion entre M. Biden, M. Poutine, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Les deux, monsieur, ont discuté, on n'a pas la teneur de la discussion qu'ils ont eue, mais ce qui ressort de ça, c'est que bon, si c'est pas une commande de l'État, c'est sûr que un premier ministre, un président, un représentant de l'État n'a pas envie de perdre la face, justement. Alors, ce genre de discussion-là devrait avoir lieu régulièrement, de ce qu'on en comprend, de ce qui ressort justement là, de cette attaque-là. Présentement, là, il n'y a pas de... Ça serait pas une commande de l'État, ça serait probablement le bon vouloir. Pourquoi ça a démarré du sol russe, là, présentement, on le sait pas. On le saura peut-être pas non plus. Mais étrangement, ce groupe-là, la majorité de son infrastructure sur le dark web a disparu. Oui, est rendu maintenant hors ligne. Et alors, on n'a même aucune idée pourquoi, là, parce que là, effectivement, là, Poutine et Biden se sont parlé.
dans la mesure où c'est. Puis de toute façon, là, dans ce cas-ci, c'est juste dans le fond d'un fait qu'un groupe cybercriminel basé en Russie attaque à des infrastructures américaines, juste dans ce contexte-là. Comme s'il y avait un groupe de cybercriminels américains qui attaquait des infrastructures russes. Il y aurait eu lieu que des chefs d'État se discutent entre eux autres pour régler la situation, mettons, à l'amiable avant de sortir de l'hémicycle. Dans le cas de la disparition, il y a beaucoup de suppositions pour le moment. Au moment où on enregistre, moi, je n'ai pas vu aucune information qui peut corroborer que ce soit que le gouvernement russe ait vraiment mis aux activités de Revol. Est-ce que c'est Revol qui a vu qu'il attirait trop l'attention du public? Là, il commence à être un peu plus, là, ça énerve un peu plus les gens parce que là, quand on est un peu low profile, les organisations criminelles sont moins achalées par les forces de l'ordre. Ils sont peut-être un peu trop visibles dans ce cas-ci. Fait que cette degré de visibilité-là a peut-être amené à un certain nombre de problèmes opérationnels. Peut-être décider de se cacher. Et encore là, c'est toutes des hypothèses parce qu'il n'y a personne qui a vraiment un regard précis. Je sais que toi, tu as un article spécifique aussi là-dessus. Là. En fait, il essaie de faire des comparatifs là, avec le fameux pipeline. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, là, plusieurs semaines, quelques mois. Même scénario, là, le groupe Darkside qui a mis fin à ses activités au mois de mai. Bon, il essaye de. C'est sûr que console, quand on se compare, on essaye de voir s'il y a des similitudes. On ne veut pas dire que ces groupes-là sont liés, là, mais le modus operandi de cesser ses activités après une telle attaque, ben, un, est-ce qu'ils ont été payés? Deux, je pense, Nicolas, tu mets le doigt sur un élément intéressant. Là. Un, il attire trop l'attention. Est-ce que c'est des alliés de l'État? Il n'est pas que dans ces pays-là, c'est des pays très, très opaques. La loi est dure. Bon, je ne veux pas faire des suppositions ou quoi que ce soit, mais toutes les hypothèses sont sur la table. Tous les scénarios de bons et de mauvais films sont sur la table. Effectivement. Là. Le degré de visibilité, de toute façon, c'est trop grand. Là. Maintenant, c'est ça, ils ont peut-être trop. On n'en entendait pas beaucoup parler de ces attaques-là, c'était tel que tel, mais là, tellement on en parle de ces attaques-là que ça devient une limite problématique au niveau du fait qu'ils sont capables d'agir sans justement se faire déranger, sans qu'ils reçoivent de la pression, sans que les gouvernements nationaux fassent pression justement sur ces organisations-là. Mais le revers à ça, puis là, c'est ça où je ne connais pas non plus, le fait que la rançon n'a pas, si elle n'était pas versée, ils n'ont pas eu accès à leurs données. Fait que ces entreprises-là qui ont vu leurs données chiffrées voient le groupe qui l'a fait destituer ou disparaît. Ils sont pris avec des données non chiffrées. Fait que là, c'est ces entreprises. Chiffrées, excusez, ouais. En fait, c'est plus de données. Ben, c'est ça. Là, c'est complètement. Ils tombent à zéro. Sérieux, fait que là, les autres ne peuvent plus vraiment faire grand-chose par rapport à ça. Ils sont comme coincés. Là, fait que c'est intéressant de voir comment ça se déroule. Ça va être intéressant de voir comment Revol va réapparaître plus tard, ou s'il va réapparaître plus tard, ou s'il va renaître de ses cendres, ou comme peu importe ce que ça va faire. C'est un peu, en fond, c'est un peu en opposition au fait que Dark Web, là, le fait le marché noir et obscur, il était justement trop dans la lumière. c'est peut-être ça, là, ils ont peut-être été un peu trop ambitieux dans leur chose. Ils sont peut-être fait avoir par leur de volonté, même si l'attaque, et en même temps, l'attaque elle-même est très préoccupante au sens où maintenant on voit que les chaînes d'approvisionnement, puis là, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des débats sur le fait est-ce que ça en a une attaque de chaîne d'approvisionnement ou pas, le cas de Kaseya. Il reste qu'ils ont attaqué en amont une compagnie X qui a attaqué par le fait même une centaine ou des milliers de compagnies comme SolarWinds. Encore dans un cas de multiplication de l'effort. Fait que je fais un effort un peu plus grand d'attaquer une compagnie peut-être plus compliquée. Mais puis dans le fond, dans le cas de Kaseya, il n'était pas compliqué parce que les vulnérabilités étaient connues déjà depuis plusieurs mois. Puis dans certains cas que j'ai lus, déjà connues déjà depuis plusieurs années. Donc, il y a peut-être un peu de négligence du côté de Kaseya sur la gestion de sécurité, disons. Mais en même temps, c'est peut-être plus payant d'attaquer maintenant ces compagnies-là. Ça amène à toute la préoccupation de comment on envoie, dans les MSP, toutes les services gérés, comment on envoie ça ailleurs, comment on inscrit l'info nuagique dans cet univers-là, parce que c'est des services info nuagiques. Mais Kaseya, c'est pas Microsoft, il ne investit pas 1 milliard en sécurité.
ne faut pas confondre, parce que bref, il y a beaucoup de préoccupations qui vont découler de cette attaque-là. Probablement beaucoup plus que SolarWinds. SolarWinds s'est énervé parce qu'il fait des choses. Que là, c'est l'espionnage posément russe. Si c'est vraiment un groupe criminel qui peut voler de l'argent, c'est pas dans la même chose. En fait, j'en ai une hypothèse. J'ose penser que ces gars-là ne savaient pas pantoute que ça allait aussi bien marcher. C'est ça mon hypothèse. Ils ont dû se dire, ah merde, les gars, qu'est-ce qu'on a? Et ensuite de ça, comment ensuite de ça chiffrer la rançon, mais avec un résultat dévastateur comme celui-là, probablement un trop haut degré d'exposition. Là, pouf, on monte dans les hautes instances, il y a 2 présidents d'État qui se parlent. Je pense qu'il y a une bombe il y a vraiment une bombe à retardement dans ce dossier-là pour les pirates. Là. Ça a vraiment trop bien marché. Là. Ouais, j'aime bien ce regard-là. Oui, c'est effectivement, ils ont peut-être été pris par surprise sur le fait que ça a effectivement été un succès retentissant. Et ça, dans ce cas-ci, ça leur a nuit parce que c'est pas une forme de entreprise qui veut beaucoup d'attention, disons. Non. Mais bon. C'est un peu particulier, ce genre de situation-là. Ça va être à suivre. C'est une suite, fait qu'on va voir comment les choses font. Les conseils qu'on peut donner pour les entreprises, c'est ça. Ce qui est important, c'est que vos fournisseurs infonuagiques, là, MSP, les services gérés, le fait KCA ou tous ceux qui utilisent les services KCA finalement, c'est de vérifier la sécurité de ces compagnies-là. J'ai été mis en contexte souvent, là, puis j'imagine que toi aussi, Vincent, dans certains de tes mandats, de voir justement d'évaluer des fournisseurs infonuagiques. Puis là, dans le fond, c'est de ne pas faire confiance aveuglément à ces fournisseurs-là. Parce que c'est comme prendre l'expertise interne puis de faire confiance à un tiers. Est-ce que ce tiers-là fait autant attention aux secrets, nos joyaux, que nous, on le fait? Fait que je dirais plus basique que ça en partant. C'est de faire son analyse de risque. N'importe quelle compagnie pourrait mettre fin justement à l'opération. C'est quoi les impacts de votre pérennité, de votre continuité de service? Voyez tout de suite venir, là. On fait quoi? Comment est-ce qu'on s'arrange? Y a-t-il un plan d'opération? Transfert vers une autre compagnie, c'est normalement votre audit interne, vos spécialistes dans le secteur de gestion des risques vont regarder c'est quoi le pire qui pourrait arriver pour identifier des risques, des éléments pour une décision libre et éclairée, avant de se dire que ça devient un vecteur qui va subir une attaque, avant tout ça, là, parce que là, on est très dans les opérations. Là. Pensez à votre disponibilité, intégrité, votre DIC, là, sécurité, etc. Faites votre gestion de risque. C'est quoi avec vos partenaires. Oui. C'est là l'aspect aussi, je pense, qui est assez nouveau là-dedans, c'est que là, on doit le faire avec les partenaires. On n'est peut-être pas autant habitué parce qu'avant, on ne faisait pas autant affaire avec des partenaires qu'on le fait maintenant. Donc, on fait confiance de façon plus aveugle à ces partenaires-là. On devrait peut-être pas justement faire confiance-là. Il y a des partenaires qui vont être réticents à faire une gestion de risque conjointe parce qu'ils ont la leur. Ils vont émettre un rapport de type SOC qui démontre l'efficacité des contrôles en place, le marketing. Tant mieux si vous le faites. Là. C'est une bonne chose, mais amenez vos fournisseurs. Là. Vous allez rediriger votre plomberie dans lesquelles transitent vos secrets, là, disons-le comme ça, vers la leur. Ouais, si je devais faire, on le fait juste pour installer une haie entre voisins, séparer 2 maisons. On fait une répartition des rôles et responsabilités. C'est la même chose ici. Là. Prenez le temps de vous asseoir, de faire une vraie gestion de risque et de vous asseoir avec votre éventuel partenaire. Vous allez y confier pas juste des données, vous allez le payer. Ce serait le fun que le partenaire, et beaucoup de partenaires manquent de maturité aussi. Je ne nomme personne. Il y a des partenaires qui manquent aussi de maturité dans ce dossier-là, qui se pensent au-dessus de ça. Ils font leur gestion des risques. Mais l'autre élément, c'est que c'est une gestion
commune avec leurs clients, il ne faut pas penser qu'on personnalise le service pour le client et qu'on s'entend sur les rôles et responsabilités. Et le client va prendre des mesures pour se protéger et prendre des décisions. Peut-être qu'ils vont prendre, vous avez 10 services, ils vont peut-être en prendre juste 2 à la lumière de la gestion de risque. Vous ne perdez pas comme client, mais ils vont en prendre juste 2 versus l'ensemble de ce que vous pouvez offrir. Mais bon, là, on n'est pas dans le gros détail, mais c'est pas de la gestion de compte, c'est de la gestion de risque. Ouvrez vos arrières. Oui, ça. Puis de toute façon, moi, une des choses de base, minimalement, je demande s'ils ont été vérifiés par une norme standard. Ils sont certifiés DO, sont certifiés NIS, sont certifiés whatever, des certifications, mais au moins une certification qui prouve qu'ils ont un travail minimal qui a été fait en sécurité, qui les aide à cheminer et qui ont déjà une connaissance et une ouverture à ce genre de choses-là. Fait que c'est déjà de base. Pas parce qu'ils disent qu'ils l'ont fait que c'est équivalent à ce que vous voulez. Mais minimum est déjà là, fait que ça donne déjà des choses. Mais là, ça devient plus compliqué quand on est avec des fournisseurs qui n'ont pas cette certification-là. Et là, ça devient dur parce que là, il faut travailler beaucoup plus proche. Donc, ça prend beaucoup plus de temps préalable sur du contrat ou à la signature de l'entente entre les compagnies, justement, pour consommer ce service-là, parce que on prend quand même les données d'une entreprise, on les dépose dans un tiers, s'assurer que ce tiers-là respecte la valeur des données comme nous, on le respecterions avec les mesures et tout. Si ça donne peut-être un moyen de mitigation limité, mais quand même un peu par rapport à ça. Bref, il faut évaluer dans l'ensemble, ça n'est pas simple. On va en revoir d'autres parce que je pense qu'on fait un peu trop confiance aveuglément on fait regarde pas bien les choses, on est pressé. Malheureusement, quand on est pressé, on prend des meilleures décisions. Il faut être capable de juger et de se faire accompagner par des gens compétents. C'est bien guidé. Ça compléterait pour celle-là, puis je basculerai sur la prochaine nouvelle qui est quand même aussi puis peut-être un peu plus rapide que celle-là. Le Print Nightmare, le cauchemar de l'impression. Qui est. Je trouve que le nom est très un film d'horreur, fait que c'est très drôle. J'ai pas vu s'il avait fait du graphisme avec ça, mais c'est très, très drôle d'avoir du sang et des choses comme ça. Un peu film d'horreur, un peu série B. Cela étant, il a été découvert que toutes les versions de Windows ont le spooler, le gestionnaire d'impression, est vulnérable à des attaques assez importantes, fait qu'il consomme des exécutables de non-confiance justement sur le lord d'impression. Essentiellement, ce que ça fait, c'est qu'on est capable de prendre contrôle d'une machine Windows, peu importe serveur, poste de travail, où il y a le service en action. Il est en action, je pense, par défaut sur Windows 10 2010-2005. Donc, il est là. À ce moment-là, on fait un e-pitch, puis là, les blagues qui circulent dans les réseaux plus humoristiques de la sécurité, c'est justement un Mimikatz qui vient prendre le contrôle. Mais Mimikatz, essentiellement, c'est qu'on prend tous les mots de passe qui sont sur le serveur ou la application et on les descend. Donc, essentiellement, cette vulnérabilité-là fait exposition complète des machines, des mots de passe potentiellement des administrateurs, potentiellement des différents éléments qui sont associés avec ça. Fait que c'est très, très important comme problème. Les premières patchs n'ont pas réussi à corriger l'ensemble du problème. Fait qu'il semblerait que ça a l'air d'être beaucoup plus complexe à corriger que ça en a l'air. Donc, il vaut peut-être mieux mettre en place les services les plans de mitigation proposés plutôt que le correctif lui-même. Donc, on n'a pas besoin d'avoir ce service-là. Fermez-le. Ça, c'est dans l'ensemble. Si vous n'allumez pas les lumières partout dans votre maison, si vous n'avez pas de besoin, fermez les lumières. Fermez le service, fermez les choses qu'on va faire. Si vous n'avez pas de besoin, fermez-le. Si vous en avez besoin, contrôlez le degré d'éléments par rapport à ça. Puis là, j'ai vu Vincent, je pense que pendant que je discutais, il est allé vérifier sur son poste de travail et je pense qu'il y a eu du bonheur. Fait, je pense que son service est fermé. Non. Non? Mon service est ouvert. Par contre, je peux pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser. En fait, cette machine-là, toutes les ouvertures, que ce soit du Wi-Fi, du Bluetooth, port USB ou même mon PMI. Non, il appelle ça. Je suis un écran avec un fil. Ben, HDMI ou
ou le DisplayPort, etc. Ouais, ma machine est spectaculaire. En fait, il y a des choses qui peuvent rentrer dessus, mais les choses ne peuvent pas sortir. C'est fait de même. C'est correct. C'est correct. Oui, mais je pense que ton employeur a été échaudé puis il a justement durci un peu ses capacités, et bien heureusement. Là. Et ça marche. Autrement dit, la machine ne panique pas, les services inutiles démarrent. Fait que j'ai un Windows lourd et heureux, mais il n'y a rien qui sort. C'est parfait. C'est géré par mon organisation. Et c'est très bien comme ça. Comme Nicolas disait, là, franchement, la couleur, là, comment. Comme je disais tantôt, c'est un presse-papier. Là. Du moment qu'il y a quelque chose dedans, la routine est active. Là. Du moment qu'il y a quelque chose dedans, il va sortir sur une feuille de papier. Là. Ouais, c'est ça le hic. Là. Il y a un exécutable, comme il vient de dire. Ouais. L'exécutable, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme un script. C'est comme que ce soit du XSS dans un interpréteur de formulaire, comme on faisait l'erreur avant, on pouvait pitcher des commandes là-dedans, puis le système en arrière l'interprétait. Texte qu'on veut là. Ouais, puis... Le spooler, lui, c'est quoi? C'est un élément imprimable. Ouais, il n'y a pas de validation. Il y a un exécutable. Il exécute. Oui. Ça en est ridicule. C'est Moyen-Âge, là. C'est complètement débile. Et ce que je ne réussis pas à comprendre, c'est que le spooler roule en système. Tant qu'à moi, c'est un service de niveau pas kernel. Fait que je comprends pas pourquoi. Opération. Opérateur. Oui, pas plus que ça. Je comprends pas pourquoi c'est à ce niveau-là, au minimum qu'il fasse comme un peu pledge avec OpenBSD et discute, c'est-à-dire que tu mets, on va beaucoup en macOS aussi d'ailleurs, que ton service qui a besoin d'avoir les accès système là, en même temps, tu as l'autre service qui est celui qui est largement utilisé et exposé d'ailleurs. Lui, il n'est pas système. Si tu casses lui, mais tu n'es pas capable de casser dans l'autre, l'autre, il va dire hey, oh, dude, comme toi. Tu es un peu excité, tu n'es pas supposé faire ça. Fait qu'on est un peu dans un drôle d'univers. Fait que c'est comme des relents des vieilles philosophies Windows des années 90 qui amenaient à beaucoup de problèmes et que Microsoft a quand même mis beaucoup d'efforts à corriger. Puis on voit encore des petits relents de ces affaires-là qui apparaissent. Fait un peu tristounet là parce que je pensais que ces affaires-là étaient débarrassées définitivement dans les années 90, début 2000. Puis on va être un peu philosophe. Moi, ça fait 8 ans. 8 ans. J'ai pas d'imprimante à la maison. Ça fait 8 ans, je m'en plains pas. Les business, c'est le même scénario. À moins d'être dans un département de repro, de marketing, de production, de documentation tangible. Ça, c'est une chose. Rendez-vous compte qu'on imprime de moins en moins. Étrangement, ce service-là, j'appelle ça un service dur, hein? Un service qui est dur, qui est lourd, qui est là, qui est présent. C'est pas le plus stable hein, non plus des services. Mais on fait comme encore procrastiner et pelleter par en avant pour maintenir ce service-là lorsque on dit aux gens d'imprimer uniquement besoin, de ne pas imprimer. Il y a toutes sortes de campagnes de sensibilisation. Le service tel qu'il a été inventé en 11, 12 ou 13 avec Windows 3.1, 3.11. Les vieux Windows, ouais. Je ne comprends pas pourquoi qu'on maintient, on le garde sur le respirateur. C'est lourd. Mais sans ça, c'est parce que c'est rendu, ça a été des raccourcis qui ont été utilisés quand on imprime un PDF. C'est le même, ça passe par la même espèce de mécanique étrange. Fait qu'ils ont comme réutilisé cette structure-là pour d'autres choses aussi. Il y a certains corps d'emploi qui ont un amour assez intense du papier. Là, on va parler des comptables, par exemple, des avocats qui... On en a côtoyé beaucoup, autant des avocats que des comptables. Cet amour-là, pour moi, me fascine parce que moi, je suis vraiment plus TI. Fait que moi, je suis dans un univers sans papier. J'ai un scanner à la maison qui est fait scanner haute vitesse, justement, parce que tout mon papier passe là-dedans. Je débarrasse. J'en ai pas de papier. Là. Moi, j'aime pas ça d'avoir du papier parce que c'est lent, c'est utile et c'est embourbant. Fait qu'on débarrasse, puis surtout, on débarrasse. Mais ces professions-là adorent ça. Puis j'ai eu dans le travail à mettre des avis de sécurité justement pour les avocats qui ont besoin de en tout cas besoin. Là, je ne questionne pas sur la qualité là-dessus, si c'est vraiment plus facile ou pas, ou je ne suis
pas un avocat, fait que je pas, mais ils ont besoin d'imprimer parce que pour eux autres, c'est important. Il y a un lieu de revoir leur façon de travailler, je ne sais pas, est-ce que ça, mais encore ces univers-là, puis les autres, vraiment. Toutes les corps de profession méritent qu'ils revoient leur façon de travailler, leur chaîne d'appel, leurs objectifs, leurs exigences. Oh oui, ben on essaie de couper partout où on peut, où c'est énergivore. Je ne parle pas de couper dans le budget, je parle de mettre tout dans le même panier, que ce soit le budget, ce qui est énergivore, ce qui n'a pas de valeur. Je pense que tout se challenge. Ça se peut que d'un point de vue légal, le papier, le sceau, il y a encore des éléments, mais... Même pas, j'ai même des dossiers que je travaille actuellement là-dessus dans lesquels j'ai pas des opinions juridiques parce que je ne suis pas un avocat, dans lesquels j'accompagne des avocats sur le fait d'analyse puis comment on peut arriver à un niveau de valeur légale d'un document malgré le fait qu'il ne soit pas papier et ainsi de suite. Donc, il y a toujours un espace à ça, mais il y a un lieu de réflexion puis je pense que le confinement et le télétravail est une belle opportunité de remettre en question bien des choses. On a remis en question bien de la structure du travail, mais je pense qu'on devrait continuer cette remise en question-là, même si, à certains égards, c'est pas super agréable toujours de se remettre en question. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent retourner l'ancienne vie. Et l'ancienne vie ne reviendra jamais. L'avant-confinement, c'est fini. Là. C'est comme avant Jésus-Christ, c'est fini. On n'est plus là, on a passé, le temps a changé, c'est ailleurs. Fait qu'il faut juste trouver une façon d'aider les gens à adhérer. Un point bien comme des... C'est bon, ça. Avant Jésus-Christ. Donc, l'avant-confinement, l'après-confinement, on se ramène en l'an zéro. L'an zéro du mode de travail. C'est bon, ouais. J'aime bien. Bien la réflexion. Ah, écoute, tout ce challenge dans la vie, là, il y a des limitations, mais on est incapable de les rendre tangibles, les expliquer, les justifier si on se challenge. Alors, comme Nicolas dit, c'est pas un avocat. Il y a des façons numériques de rendre des documents anciennement papier tangible de façon légale. Il y a matière. Il y a des critères pour des éléments numériques qui ont aussi une saveur légale là, oui. Aux yeux de la loi. Vite de même, on va parler de métadonnées. La valeur d'un courriel avec justement tout ce qu'on appelle la notion d'entête, la chaîne de communication, les serveurs qui interceptent, qui répondent. Il y a des éléments là-dedans qui, hors de tout doute, raisonnables, tangibles, atteignables, démontrants. Bon. Qui ramène ça, effectivement, puis il y a un paquet de choses. C'est ça, mais en même temps, en tant qu'à visiter, puis dans certains de mes dossiers dans lesquels je suis impliqué, ça ramène beaucoup tout le volet virtuel de ça ramène. Tout n'est pas bon en virtuel. Ça, c'est sûr. On va l'aborder dans faire un petit épisode spécial sur le télétravail. Puis il y a beaucoup de négatifs aussi inclus au télétravail avec tous ces éléments-là virtuels. Fait que c'est aussi à tenir en compte. Il y a du pour et contre. Mais bref, le problème de spoiler, c'est pour le problème. Ça aurait dû être réglé il y a longtemps. On ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Fait que on va terminer sur ce sujet-là. Puis on va terminer d'ailleurs sur une nouvelle peut-être sympathique en certains égards. Là. Il y aurait un pirate gatinois qui aurait été extradé justement pour se faire juger. En fait, je ne sais pas si c'est fait encore, mais je ne sais pas si on l'a fait, cette nouvelle-là. Je pense que oui. Je pense que oui, on a fait cette nouvelle-là cet hiver à propos de ce petit garçon-là quand il s'est fait pogner. Je ne me trompe pas. Mais bon, c'est une nouvelle là, qui est apparue le 15, il y a 2 jours. C'est Sébastien Vachon-Desjardins qui travaillerait pour un groupe de cybercriminels international. Puis malheureusement, il a été arrêté, il a été démontré. Il a participé à certaines activités contre rétribution. Il a forcé des demandes de rançon. Puis le FBI a regardé de près le dossier, le type d'activité. Puis donne maintenant le petit garçon, le petit Gatinois, d'avoir été justement un des acteurs pour lequel les entreprises sur le sol états-unien auraient subi des impacts justement de ces méfaits. Et puis,
Puis cette semaine, il semblerait avec son avocat, ils ont rencontré la juge au dossier. Et puis la juge lui a expliqué très clairement qu'il puisse prendre une décision libre et éclairée parce que c'est que là, les États-Unis ont demandé son extradition. C'était dans les mains du juge. Le juge a expliqué au jeune homme c'est quoi les tenants et les aboutissants si jamais il donne son consentement. C'est quoi ses droits? C'est quoi la perte de ses droits? Parce qu'il y a un écart, hein, un gap analysis, comme on dirait, entre les nôtres et ceux des États-Unis. Alors, mais le jeune homme a donné son pour justement être extradé et probablement qu'il va démarrer une procédure et là-bas. Ça, bon, encore du travail d'avocat, ça va coûter cher, mais bon. Écoutez, il est retenu coupable de l'ensemble des accusations. Là, c'est 136 mois. Là, si on fait un petit calcul rapide, c'est pas compliqué. Là. On divise par 12. Ça fait entre 10 et 14 ans. 10, 14, 15 ans de prison. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, beaucoup. Alors voilà, c'est malheureux. Malheureuse. Décollé. Est-ce qu'on va en entendre parler? Moi, la question, est-ce que ton est-ce qu'il y avait le choix d'accepter ou oui, ça prenait son consentement. Ça veut dire qu'il aurait pu simplement dire non. Non. Je le sais, je suis pas dans le secret des dieux. Est-ce que le FBI a un dossier solide? Ou le FBI fait juste ils veulent le garçon sur leur sol pendant l'enquête. Je ne connais pas la chaîne d'approvisionnement au niveau des enquêtes. Moi, j'aurais dit non. Ah, je me dis, si le FBI a quelque chose qui arrive à quelque chose de tangible, et là, hors de tout doute, c'est terminé parce qu'il n'y a plus de possible. Je ne sais pas, l'article, la façon dont il est écrit, ça laisse supposer qu'il y avait le choix de dire oui, de dire non. Est-ce que le FBI a un dossier solide? C'est pas indiqué, mais ça me laisse supposer que je te dirais non là, dans les circonstances. D'accord, ben justement, moi, j'aurais dit non parce que le régime américain est beaucoup plus dur que le régime canadien. C'est pas avantageux. Là, dans le contexte où on peut purger une peine. En plus, une peine dans une prison américaine, c'est moins chouette. Mettons, même, tu as la notion de prison privée aux États-Unis et puis un paquet de notions un peu, pour nous, sont un peu étranges, un peu moins axées sur la réhabilitation. Et en même temps, c'est important qu'ils se trouvent à être jugés parce que c'est des actes néfastes. C'est justement d'ailleurs très important que ces gens-là se fassent juger. Là, en tout cas, l'américain dans ce cas-ci, mais justement pour qu'on arrête de croire qu'on est vulnérable en ligne. C'est un peu ça aussi, tout l'aspect lié à ça. Écoute, je regarde rapidement ici. Hein. Tu l'as dit, les prisons aux États-Unis, je ne connais pas le c'est beau écouter Unité 9. Ça me dit rien, justement, sur l'état de situation dans les prisons. Mais il me semble que. Oui, mais je ne veux pas dire que les prisons canadiennes sont agréables, que la prison est justement une privation de liberté. Par contre, la notion que les prisons canadiennes sont gérées par l'État, soit provincial, soit fédéral, déjà, on peut s'assurer un certain niveau de qualité en termes de contrairement à des prisons privées comme aux États-Unis où les gens vont se faire exploiter, ils vont se travailler, ils vont être des travailleurs. Ce que je voulais dire par là, c'est aux nouvelles, quand on entend une catastrophe qui se passe dans une prison, toute proportion gardée, le Canada est plus rarement aux nouvelles que les États-Unis. Je suis pas sur le site qui détient la vérité, Wikipédia, mais les États-Unis sont le pays où le nombre de détenus dépasse, en passant la Chine, dépasse la Chine d'un demi-million. La Chine a le plus de monde. En fait, il y a 4 à 5 fois plus de Chinois que d'États-Unis. Voyez-vous ici, là, le nombre de détenus par 100 000 habitants, c'est 166 détenus par 100 000 aux États-Unis. On part au Canada. Le système carcéral américain est étrange.
toujours en ce sens où, et d'ailleurs, des crimes de gens, bref, il y a du racisme systémique. Là, je sais qu'on va peut-être recevoir du négatif en ça. Américain fait que les prisons sont beaucoup remplies plus de monde noir, malheureusement. Et pour des crimes qui sont ultimement faibles ou triviales, un peu, on pourrait revoir, disons, je l'ai vu, j'ai pas dans un autre podcast avec Laurent, le fait qu'en Europe, le carnet du travailleur qui fait que dans le 19e siècle, on n'avait pas se faisait mettre en. Le régime de punition était beaucoup plus important. Ça va amener à discuter du fait que ceux qui ont servi à peupler le Canada, c'est tous des criminels français, entre autres britanniques éventuellement, mais les criminels français. Et les criminels français, genre, qui volaient du pain. Le degré le niveau du crime, des fois, ne pas égal au châtiment. En fait, il y a comme un lien qui est un peu particulier. Puis les États-Unis, en termes de cassation, un peu d'exagération sur la punition qui est donnée versus la teneur du crime. Mais ça, là, c'est des valeurs plus, valeurs de société. Là. Ah oui, tout à fait. Puis tu sais, ça va. On ne veut pas discriminer aucune communauté, mais aux États-Unis, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus vaste. Il y a l'emprise des gangs, de différents gangs, qui est beaucoup plus grande, vraiment, puis est répandue. Là, tu viens de le dire, là. Est-ce qu'on commence à compartimenter les différentes nations aux États-Unis parce que, il y a entre 10 et 14 ans, là, c'est quelqu'un qui a fait du mal avec un clavier. On va le mettre avec les gens qui ont fait du mal avec eux, batte de baseball, explosif, je ne sais pas, là. Tu l'as bien dit, la teneur, est-ce que ça mériterait une ségrégation? Là, rendu là, c'est un débat. Mais non plus. Encore là, c'est complètement. Le contexte du. Bon. C'est des choses. Bref, cet individu-là va se faire extrader aux États-Unis. Ouais. Décider d'aller se faire juger en sol américain, mettons que sa peine ne soit pas trop pire dans une prison américaine, mais il doit quand même aller pâtir et subir les conséquences. Donc, ça terminerait pas mal l'épisode de cette semaine. Comme on était un peu en fluctuation à cause de l'été et ces éléments-là, j'avais déjà cumulé un nombre extraordinaire de nouvelles qui sont dans les show notes, qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Et moi, ça complète l'épisode d'aujourd'hui. C'est pareil pour moi. Je pense qu'on a fait une bonne run. C'est excellent. Comme d'habitude. Yep. À la prochaine. Salut!